Sur la construction d'une école à HR. Je vous présente Nicolas Xorny du bureau d'études Scoping. Nicolas nous donnera sa vision de bureau d'études et son retour d'expérience sur la conception, le suivi des travaux, la mise en place et un petit peu l'exploitation de cette école. Pour ma part, je suis Vincent Pissemont, ingénieur efficacité énergétique chez GRDF. Et je vous souhaite une bonne présentation. Je laisse la parole à Nicolas. Merci. Alors, je vais vous présenter le projet de l'école de HR, que nous pouvons officiellement maintenant appeler l'école Claudie Aigneret. Le projet est composé de 7 salles de classe, d'une salle de restauration avec ses cuisines et d'un accueil périscolaire. Le tout est organisé autour d'un atrium central qui est très largement vitré. Alors oui, je voulais faire une petite précision sur les bases réglementaires de ce projet. Donc on est là sur du tertiaire enseignement neuf. Alors les seuils de la RE 2020 s'appliquent depuis le 1er juillet 2022. Ce bâtiment, le permis de construire a été déposé antérieurement à cette date. Donc le référentiel réglementaire est la RT 2012. Pour autant, la municipalité d'Achères a souhaité avoir des performances énergétiques et environnementales très fortes. Et ça a eu plusieurs conséquences sur la conception et le dimensionnement des systèmes. Alors le dimensionnement qui est très important puisque ça a plusieurs conséquences sur les émissions de carbone, sur l'intégration de la solution au bâtiment, sur le coût d'investissement, la puissance électrique à souscrire, entre autres. Et Nicolas, je te laisse la parole pour rentrer dans les détails. Oui, merci. Donc sur la situation du bâtiment, on peut voir que le bâtiment est situé dans un environnement urbain très dense, avec beaucoup d'habitations autour, une route avec un gros rond-point qui passe devant, une gare RER un petit peu plus haut. Donc il fallait que le bâtiment soit très compact pour pouvoir libérer un maximum d'espace pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir une cour pour pouvoir s'amuser. Et on l'a mis en retrait par rapport à la rue pour limiter au maximum les nuisances sonores. Donc Nicolas, on a ici une construction dans un milieu urbain et compact. Les applications géothermiques des pompes à chaleur n'ont pas d'installation technique à l'extérieur en surface, à l'inverse des solutions à aérothermie avec des unités extérieures. Est-ce que ça a été une motivation du maître d'ouvrage que de choisir la géothermie pour ce projet ? Alors oui, en partie, ça a été un des sujets, puisque effectivement, comme tu l'as dit, les pompes à chaleur sur géothermie n'occupent pas de place à l'extérieur du bâtiment. On a pu les mettre dans un local technique au sous-sol. Les sondes sont enterrées sous le terrain de sport à l'extérieur et ils cheminent en enterré jusqu'au local technique. Donc pas d'impact sur le foncier. Et deuxième intérêt, c'était pour le maître d'ouvrage d'avoir un système vertueux en énergie. Avec une pompe à chaleur sur géothermie, on a des très bons rendements. Alors on voit ici le bâtiment au cours de sa construction. Donc on est sur une structure bois en lamellé-collé, des planchers en bois-béton. La façade est pour partie en bois et pour partie en enduit chaud. L'isolation et le remplissage de la structure a été fait en bottes de paille et la toiture est en ouate de cellulose. Le bâtiment, on a eu un triple objectif sur ce projet. C'est l'obtention du niveau E3C1, le niveau 3 en biosourcé et la labellisation BDF niveau argent. Pour atteindre ces objectifs, on a dû travailler énormément sur l'isolation du bâtiment, la compacité, la perméabilité à l'air. Et pour gérer le confort d'été, on a aussi travaillé avec des protections solaires extérieures et un éclairage naturel dans la partie atrium pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. Sur les performances carbone, notre projet était soumis à la RT 2012.
mais on a fait le jeu de voir qu'est-ce que notre bâtiment aurait donné avec la nouvelle réglementation environnementale 2020. Donc on peut voir que sur la partie IC construction, on est supérieur au seuil 2025 dans le RE 2020. On n'atteint pas le niveau 2028. Par contre, et sur la partie IC énergie, là, on est en équivalent RE 2020, moins 15%. On n'atteint pas le seuil 2015, mais à savoir que sur la partie IC énergie, on n'a pas pu valoriser le fait qu'on avait une ventilation double flux naturelle. On est parti sur un système où on a compté que c'était de l'ouverture des fenêtres pour faire la ventilation, ce qui n'est pas totalement réaliste par rapport à notre projet. Je vais vous le montrer juste après. Donc, la partie ventilation naturelle double flux. C'était une demande de la commune de HR qui avait visité les écoles de Rosny-sous-Bois et qui avait beaucoup aimé le principe. Donc ils nous ont demandé de reproduire un système équivalent. Donc on a beaucoup échangé avec l'équipe de switching de Rosny-sous-Bois pour adapter nos installations et répondre aux contraintes avec notre type d'école, puisque nous on a une école sur 3 niveaux. Par exemple à Rosny-sous-Bois ils ont plutôt fait des bâtiments rez-de-chaussée. Le projet s'appuie sur 2 principes. Ça fonctionne grâce à l'influence du vent et au tirage thermique. La ventilation n'utilise pas de ventilateur, donc il n'y a pas de consommation d'électricité pour ce système. On a dimensionné l'installation pour 25 m3 par enfant, donc on est au-delà de la réglementation. Et la performance de l'échangeur à plaques atteint 40 à 50% d'après les simulations. Donc, pour vous expliquer simplement, vous voyez, il y a les entrées d'air qui se trouvent en façade sur la salle de classe, derrière le bardage bois. L'air rentre dans un plénum pour aller jusqu'à l'échangeur à plaques, où il va capter des calories pour se réchauffer. Ensuite, il va continuer à circuler en fond de classe pour être soufflé dans la salle. La reprise de l'autre côté se fait directement au niveau de l'échangeur à plaques pour transférer ces calories justement à l'air neuf qui rentre. Et le rejet après se fait en vertical dans la tourelle jusqu'en toiture. Donc là, ça c'est la partie étude, conception de la tourelle vraiment spécifiquement, où on a cherché à avoir la meilleure forme possible de tourelle pour avoir pour le capter au mieux les vents sur le bâtiment. Donc là, on a fait beaucoup de simulations en CFD pour voir comment orienter notre tourelle. On a aussi notamment travaillé sur le chapeau qui recouvre la tourelle, qui limite la pénétration de la pluie, mais aussi et surtout qui est en forme d'aile d'avion inversée, donc qui va favoriser l'accélération du vent en dessous du chapeau pour augmenter la dépression dans la gaine de rejet. Un autre petit point, on a mis sur la façade côté sud de la tourelle, on a vitré cette façade pour créer un mini effet de serre dans le conduit de rejet pour aussi augmenter le tirage naturel. Donc là, c'est la partie équipement où vous voyez, on est en phase chantier, où notamment on a installé un échangeur à plaques au plafond. On est sur la salle de restauration. Cet échangeur à plaques, donc pour l'instant, il est posé, il n'est pas raccordé. On peut voir l'ouverture d'entrée d'air qu'il y a dans la façade au-dessus des menuiseries. Après, il y aura une gaine qui fera la liaison entre les deux. Cet échangeur à plaques, c'est le plus gros de tous puisqu'on est sur le réfectoire ici. Donc c'est l'endroit où il y aura le plus besoin de ventilation. Donc il est assez imposant. C'était d'ailleurs un gros enjeu sur le projet, c'est d'avoir un échangeur à plaques qui soit le moins gros possible, puisqu'on avait quand même des contraintes de place, de hauteur sous l'échangeur à plaques et de gaine de rejet qui devait remonter jusqu'en toiture, puisque là par exemple on est au rez-de-chaussée. Donc pour remonter jusqu'en toiture, il faut traverser le R+1 et le R+2. En dessous, vous pouvez voir un détail d'exécution réalisé par ANJ, qui était l'entreprise de CVC sur le projet.
avec notamment le registre de reprise qui est directement sur la face de l'échangeur à plaques. On voit aussi le registre de bypass qui se trouve juste en dessous de l'échangeur à plaques, qui permet de bypasser l'air en été pour éviter de réchauffer l'air neuf qui rentre. Enfin, on voit l'échangeur à plaques qui est légèrement penché. Il est penché en fait pour permettre l'évacuation des condensats qui va potentiellement y avoir en hiver. À côté, vous voyez aussi une photo des registres pour gérer l'ouverture et la fermeture du système de ventilation. Ces registres sont très importants puisque le système de ventilation naturelle double flux doit générer le moins de pertes de charge possible. Sur l'ensemble du système, d'après nos calculs, on ne devait pas dépasser 16 pascal de perte de charge sur l'ensemble, y compris les échangeurs et les registres. D'ailleurs, les échangeurs et registres sont les deux plus gros postes de perte de charge sur le projet. Si on dépasse 16 pascal, en fait, d'après nos simulations, le tirage thermique n'est pas suffisant et l'influence du vent non plus. Donc on n'a pas de circulation d'air qui se fait. Donc il a vraiment fallu travailler sur cette partie. On a beaucoup échangé avec l'entreprise, même en phase exécution, pour être avec eux, pour les accompagner, trouver des fabricants qui puissent proposer des produits adéquats. Ensuite, on voit le petit détail d'exécution pour la réalisation de la tourelle. Ça, c'est le détail d'exécution du charpentier. Et en dessous, encore une simulation pour le tirage thermique et l'influence des vents sur la tourelle. Alors, comme notre projet est un projet expérimental, que nous n'avons pas, c'est la première réalisation que l'on fait, on a quand même souhaité prévoir un système d'assistance qui, on l'espère, n'aura jamais à se déclencher sur le bâtiment. Ce système, c'est un système d'induction d'air que l'on vient souffler dans la gaine de rejet pour, encore une fois, accroître le phénomène de dépression et de tirage thermique vers l'extérieur. Le schéma de principe. Donc là, on va attaquer la partie chauffage. Sur la partie chauffage, on est sur un système un peu complexe, où on est sur un système hybride, avec une partie pompe à chaleur sur géothermie et une partie chaudière gaz de l'autre côté. La pompe à chaleur sur géothermie va principalement alimenter le réseau de radiateurs et de panneaux rayonnants à basse température. La chaudière gaz, elle, va alimenter tout ce qui est production de CS, la CTA, et fera l'appoint secours sur la partie chauffage. Donc comment ça marche? Si vous regardez en bas, vous voyez la pompe à chaleur qui va aller puiser les calories dans le sol grâce à la sonde géothermique. Cette sonde géothermique, le terrain est à 13 degrés, donc on va récupérer de l'eau à 13 degrés pour faire de la production de chauffage. Cette production de chauffage va passer dans le ballon de stockage et après on va aller sur une bouteille de découplage. Depuis cette bouteille de découplage, l'eau chaude va partir et va remonter jusqu'à une autre bouteille de découplage. Celle-là, c'est la bouteille de découplage de la chaudière gaz. Si l'eau qui arrive dans cette bouteille de découplage est déjà à la température de consigne, 50 degrés sur ce projet, l'eau va repartir pour aller directement au réseau radiateur et panneaux rayonnants. Si l'eau n'est pas à température, dans ce cas-là, le départ chauffage chaudière gaz va s'enclencher et va venir faire le complément de chaleur nécessaire pour atteindre la température de 50 degrés. Le petit détail aussi sur cette partie-là, c'est qu'on a une partie, on peut faire aussi du rafraîchissement gratuit en bypassant la pompe à chaleur. Je vous en reparlerai tout à l'heure sur le sujet rafraîchissement. La courbe monotone. Alors la courbe monotone, c'est un outil très important pour pouvoir correctement dimensionner son installation hybride, puisque c'est ça qui va déterminer le temps de fonctionnement de la pompe à chaleur et le temps de fonctionnement de la chaudière gaz. Donc on peut voir en abscisse en bas, ce sont le nombre d'heures dans la saison de chauffe. Donc sur 6 mois, ça fait 4380 heures. En ordonnée, on peut voir la puissance en kilowatts
avec un maximum qui atteint à 130 kW. Ce maximum, quand on le voit sur la courbe, en fait, le 130 kg est atteint qu'une seule heure dans toute l'année, selon les simulations thermiques dynamiques. Donc il n'est pas forcément utile d'avoir une installation qui monte jusqu'à 130 kW. L'intérêt, c'est de chercher un optimum avec une couverture maximum par la pompe à chaleur comme elle a un COP intéressant, et le reste le faire par une chaudière gaz. Donc là, on voit qu'on a dimensionné la machine pour 57 kW, ce qui est la moitié de la puissance totale, mais finalement qui couvre 90% des besoins dans l'année. Et ce dimensionnement spécifique en hybride, il a des conséquences sur le coût d'investissement. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui. Forcément, acheter une machine moins chère qui fait moitié moins de la puissance, on fait des économies sur le coût d'achat de la pompe à chaleur puisqu'elle est moins puissante. On économise aussi sur les quantités de sondes géothermiques puisque les forages coûtent très cher. Là, on a moitié moins de sondes géothermiques que si on avait voulu faire 100% des besoins en chauffage par la pompe à chaleur. Donc c'est un réel intérêt économique en termes d'investissement. Pour info, on s'est amusé à calculer une installation entièrement chaudière gaz coûte à peu près 90 000 € pour une installation de cette taille-là. Une installation complète en géothermie à 100%, on serait plutôt à 415 000 €. Donc c'est un sacré investissement. Avec une solution hybride comme celle-ci, on arrive à 270 000 € pour l'installation de chauffage, sachant que derrière, par contre, on a des COP très intéressants, puisqu'en fait, une bonne partie du chauffage de l'année est fait par une pompe à chaleur en géothermie, où on a des rendements, ici, on est sur 4,9 de COP. La maquette CVC, donc là, c'est avec l'architecte en conception. On a travaillé sur un modèle en 3D, sur Revit, pour échanger et faire la synthèse la plus efficace possible. Sachant qu'on est sur un bâtiment en structure bois, donc il y a énormément de poutres assez imposantes. Nous, avec la ventilation naturelle, comme on peut le voir sur la maquette, on a des très grosses gaines qui passent dans les étages, qui traversent tous les niveaux. Donc il était essentiel de faire une très bonne synthèse entre tous ces lots et éviter les conflits. Le principe de la géothermie, donc comme je vous ai expliqué rapidement tout à l'heure, je refais un petit complément. Le principe, c'est d'aller capter les calories dans le sol. Donc en fait, c'est le réseau en bleu. C'est de l'eau froide qui descend dans le sol et qui finalement va se réchauffer au contact du sol jusqu'à monter à 13 degrés pour ressortir, pour aller sur le collecteur et après qui sera transféré à la PAC. C'est un système très performant qui permet d'avoir des rendements très intéressants. Le local technique. Donc le local technique, comme vous pouvez voir, grâce aux vues en 3D, ce local technique fait 37 mètres carrés, il est très chargé. Ça a été assez compliqué de rentrer toutes les installations dedans. On aurait sûrement dû négocier un peu plus la taille du local pour qu'il soit un peu plus confortable pour la maintenance derrière. Puisqu'on peut voir avec les zones tout au bout, les zones vertes tout au bout à droite. Ces zones vertes représentent les zones à moins de 1,80 m. Et on a beaucoup d'endroits à moins de 1,80 m, ce qui fait dire que le personnel de maintenance, il y a des endroits, ça sera quand même assez difficilement accessible. Sur les prochains projets, il faudra prévoir un peu plus. Le confort d'été, puisque pour l'instant, oui, effectivement, je vous ai parlé que du chauffage, mais il y a aussi le confort d'été. Sur le confort d'été, on a beaucoup travaillé avec l'architecte sur l'inertie du bâtiment, notamment avec les planchers bois-béton, l'isolation en paille qui amène à un très bon déphasage sur le bâtiment. On a aussi notre ventilation naturelle double flux qui permet qui permet de ventiler le bâtiment en été quand il fait froid à l'extérieur le matin
par exemple, de décharger le bâtiment au maximum pour que quand les élèves arrivent, il fasse suffisamment frais et que la température ne monte pas trop vite dans la journée. On a aussi des brasseurs d'air dans chaque salle de classe pour apporter une sensation de mouvement d'air et de frais. Et comme je vous disais tout à l'heure, aussi on a les panneaux rayonnants qui sont au plafond qui nous permettent de faire du géocooling. Je vais vous montrer juste après sur le schéma de principe. Puisque le géocooling, en fait, en été, le sol est à 13 degrés. Donc ça va être très intéressant de capter cette eau fraîche, de la faire passer par un échangeur à plaques. Donc vous voyez, en fait, dans la géothermie, le réseau en vert, on ne va pas passer par la pompe à chaleur, parce que par la pompe à chaleur, ça consommerait de l'électricité, c'est pas ce qu'on recherche là. On va passer plutôt par l'échangeur à plaques qui se trouve en dessous, où là, on va échanger notre eau avec l'eau du chauffage, mais qui là va être froide. On va la mettre à 20 degrés. On ne descend pas en dessous, parce qu'en dessous, on risque d'avoir des problèmes de condensation sur les panneaux rayonnants. Donc là, on se met à 20 degrés et on part sur le réseau panneaux rayonnants et radiateurs. Il y a très peu de en vrai, il y a très peu de radiateurs sur le projet, c'est à 95% des panneaux rayonnants. C'est juste là, c'est écrit radiateur, mais on est plutôt sur des panneaux rayonnants. Merci Nicolas pour tous ces détails. Et quel serait ton Rex, toi, sur cette réalisation, ton retour d'expérience, ton ressenti et tes préconisations sur de futurs chantiers de ce type? Alors mes préconisations, ça serait déjà on s'est aperçu qu'on avait un problème sur la tourelle de rejet à l'extérieur. On avait prévu un large chapeau autour pour éviter la pénétration de pluie, mais c'est clairement pas suffisant. Quand il y a beaucoup de vent et de la pluie, l'eau finit quand même par rentrer dans la tourelle et à descendre le long des parois intérieures. Donc on a solutionné le problème en mettant une petite gouttière à l'intérieur sur toutes les faces de la tourelle qui va venir capter cette eau finalement qui rentre dedans et qui est plaquée contre les parois. On va la collecter et on va l'envoyer aux égouts. Donc ça, c'est un premier sujet. On a, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut le voir en bas sur la photo, dans le local technique, il est très chargé. On voit notamment un technicien qui est en train d'intervenir pour installer du matériel, mais l'accès est compliqué. Donc vraiment, ce local technique, le faire plus grand, ça serait nécessaire. On a aussi, sur le projet, il faut aussi penser aux utilisateurs finaux sur l'installation. Et notamment dans une école, les professeurs aiment beaucoup avoir des cartes sur les murs, des alphabets, des posters, des images. Ils en mettent partout. Sauf que là, sur le projet, on peut voir, ils en ont mis même sur les capteurs de température et sur les capteurs de CO2. Ce qui fait que la mesure pour le fonctionnement de la ventilation et du chauffage dans la pièce est un peu faussée. Bon, on a tout de suite signalé au maître d'ouvrage qu'il y avait un sujet là-dessus, donc il a passé le mot à ses équipes, ça a été corrigé, mais il faut vraiment penser à l'utilisateur final aussi qui va aménager un peu comme il a envie le bâtiment. Voilà. Et l'école est occupée, tu as pu t'y rendre récemment et te rendre compte que la ventilation naturelle fonctionnait très bien? Oui. Alors l'école a été livrée au maître d'ouvrage. Les enfants sont rentrés dedans le 3 janvier dernier. Donc ils ont fait leur première rentrée scolaire dedans. Donc là, on a un peu plus d'un mois d'exploitation du bâtiment. Donc on a pu commencer à faire des relevés de température, de CO2. Et je suis passé la semaine dernière sur le site pour télécharger les fichiers de mesure sur l'ordinateur. J'ai commencé à regarder un petit peu, j'ai pas encore tout analysé, mais sur le principe, la ventilation naturelle double flux fonctionne très bien. On déclenche vraiment la ventilation à partir de 800 ppm. Et finalement, on n'a même pas besoin d'enclencher l'assistance de ventilation. Ça se régule tout seul, le taux redescend et en un quart d'heure, une demi-heure, le taux de CO2 est redescendu, les registres se referment et on repart pour un cycle jusqu'à temps que le niveau de CO2 remonte. Donc ça marche très bien. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que le chauffage, quand la ventilation naturelle se met en marche, on avait peur de ça aussi puisque là on est en hiver, il fait très froid dehors.
On avait peur qu'on fasse beaucoup rentrer d'air froid dans le bâtiment et qu'il y ait une sensation d'inconfort. D'après les relevés de température, la température reste très stable pendant toute l'ouverture des registres. On ne perd même pas 1 degré sur l'installation. Donc ça veut dire que dans la salle de classe, c'est confortable tout le temps. C'est assez stable. Donc c'est les 2 bonnes nouvelles. Maintenant, on va essayer d'optimiser et de faire les petits réglages fins pour atteindre un très bon COP sur l'installation. Et maintenant, on va attendre le printemps et l'été pour voir si la ventilation naturelle fonctionne aussi bien en été qu'en hiver. Voilà. Bon. Merci beaucoup Nicolas. Je vois qu'il nous reste 5 minutes si jamais il y a des questions dans le public. On est à votre disposition. Oui, au moins 2 questions. Pour ce qui est de la ventilation naturelle, est-ce que vous avez une notion de budget, soit par salle ou par mètre carré? Alors oui, on a une idée de budget. Sur une salle de classe comme ça, on est sur 9 000 € par installation de ventilation. C'est un budget plus conséquent que si on était parti sur une solution double flux classique. Mais de l'autre côté, on n'a pas de consommation d'énergie au quotidien. C'est vraiment un investissement sur le long terme. Il y avait une autre question, je crois. Bonjour, j'ai peut-être manqué l'information, mais est-ce que votre chaufferie prend en compte la production d'ECS? Oui, la chaufferie prend en compte la production d'ECS. Alors je vais revenir ici. La production d'ECS, pour avoir les meilleurs rendements possibles, la pompe à chaleur fonctionne à basse température. C'est-à-dire qu'on monte au maximum à 50 degrés sur notre réseau d'eau chaude. Donc on a fait le choix de sortir la production d'ECS et de la faire à 100% par la chaudière gaz. Puisque ça n'aurait pas été intéressant de prendre une pompe à chaleur, même une pompe à chaleur haute température. Ça n'aurait pas été intéressant de faire cette production d'ECS par la pompe à chaleur. Donc on l'a sorti et on l'a mis entièrement sur la chaudière gaz. On peut le voir, c'est le 3e départ. Quand on est sur la chaudière gaz, il y a la bouteille de découplage, il y a le collecteur. Le 3e départ, c'est le départ pour le CS, où on a un stockage primaire et après on fait de l'instantané avec un échangeur à plaques pour d'un côté les cuisines et en dessous pour la partie sanitaire. Merci. Une dernière question? Je voulais savoir si vous aviez eu des problématiques particulières sur la bivalence, c'est-à-dire entre les débits que donnait la pompe à chaleur avec son 50-40, et le débit d'eau de la chaudière gaz par rapport aux bouteilles de mélange que vous avez indiquées sur Oui. avec des 23 voies ou des règles particulières de scénarios possibles par rapport aux saisons et aux demandes des émetteurs. Alors oui, il y a une règle à respecter. Ce que l'on a mis ici, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de bouteilles de découplage finalement. C'est pour séparer les réseaux et éviter que si le débit sur la pompe à chaleur est plus important ou sur la chaudière gaz, avoir un débit trop important, ça perturberait le cycle et finalement il y a un risque, c'est que la chaudière gaz prenne le dessus sur la pompe à chaleur. Donc là, on a géré le problème en mettant des bouteilles de découplage sur le réseau pompe à chaleur et sur le réseau chaudière gaz pour éviter ce problème. Là, comme ça, l'eau chaude qui est puisée dans les 2 bouteilles de découplage est entièrement gérée par la pompe radiateur panneau rayonnant. C'est elle en fait qui régule. Et la régulation après se fait, c'est juste une question de température. Si l'eau qui est dans la première bouteille de découplage passe sur la deuxième est déjà à température, on n'a pas besoin d'enclencher la pompe de départ chauffage chaudière gaz. On ressort directement et on va sur le réseau radiateur. Donc c'est vraiment ça, c'est éviter que la chaudière gaz prenne le dessus, puisque sinon on perd tout l'intérêt d'avoir un système qui coûte plus cher et qu'en plus on n'utilise pas un des 2 appareils. Merci Nicolas. Bonne journée à tous. Merci pour votre attention. Merci.